Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la distribution électrique. Nous allons faire tout d'abord un survol de quelques généralités sur l'environnement des installations électriques de distribution en faisant apparaître les contraintes qu'elles doivent satisfaire et les moyens mis en œuvre pour y répondre à ces contraintes. On va ensuite rappeler les différentes structures existantes au niveau des arrivées haute tension HTA du fournisseur d'énergie. Enfin, on viendra esquisser le schéma d'une installation de distribution à partir d'éléments fournis par un cahier des charges. Alors pour élaborer un schéma d'installation de distribution électrique, il faut connaître toutes les contraintes auxquelles elles peuvent être soumises. Quand les contraintes sont clairement identifiées, il est alors possible de dresser le schéma de l'installation, de déterminer tous les constituants nécessaires et ensuite de faire le choix du matériel et de son dimensionnement. Alors on va essayer de voir quelles sont les principales contraintes que l'on peut rencontrer et quelles solutions on retient pour y répondre. Les installations électriques de distribution ont pour rôle de transmettre l'énergie depuis la source principale d'arrivée vers tous les points d'utilisation. Elles ont donc une structure arborescente avec une arrivée et une multitude de départs. L'installation de distribution doit être sûre, fiable et rentable. Pour cela, elle doit donc satisfaire à plusieurs contraintes de sécurité, de fiabilité et de rentabilité. La source principale d'arrivée d'énergie électrique peut avoir différentes caractéristiques en fonction du niveau de puissance à fournir à l'installation. Alors voici un tableau qui rappelle les différentes dénominations normalisées qu'il existe sur les niveaux de tension en alternatif ou en continu. Alors pourquoi ces différentes tensions ? Tout simplement parce qu'il existe à une puissance et une distance donnée une tension optimale ou tension économique de transport. Cette contrainte économique, EDF la connaît et elle va essayer d'y répondre. Alors une des contraintes que EDF va rencontrer lorsqu'il va vouloir acheminer son électricité jusqu'au point d'utilisation, c'est la taille des conducteurs. Ces conducteurs coûtent relativement cher, ils sont dans des métaux qui sont assez précieux quand même, notamment le cuivre et l'aluminium. Et pour faire des économies, sans pour autant nuire à d'autres contraintes comme la sécurité, EDF va tenter de minimiser en fait la quantité de matière utilisée pour acheminer l'électricité jusqu'au point d'utilisation. Donc en longueur, mais aussi en section. Alors on va voir comment EDF va tenter de minimiser la section de ces câbles. Alors voyons une première formule que l'on connaît bien, qui est P égale UI cos phi. Si je cherche à extraire I, j'obtiens I égale P divisé par U cos phi. Et à travers cette formule, on voit qu'à une puissance donnée, l'intensité qui va passer à l'intérieur de notre conducteur va dépendre de la tension du réseau. Et qu'en optimisant cette tension, on pourra faire en sorte que cette intensité soit moindre. Alors pourquoi tenter de minimiser cette intensité ? Tout simplement parce que l'intensité, quand elle va traverser des conducteurs, c'est-à-dire une résistance, même si elle est minime, elle existe tout de même, il va y avoir des échauffements qu'on appelle pertes joules, et ces échauffements, ça va être des pertes pour EDF. Et donc pour les minimiser, il va falloir qu'elle essaie de travailler à une tension élevée. Alors cette tension, elle va la vouloir importante, tout en répondant à ses contraintes de sécurité. Alors une première formule sur la résistance d'un conducteur en fonction de sa longueur et de sa section, c'est R égale ρ, facteur de L sur S. R, la résistance du matériau, ρ, son coefficient de résistivité, L, la longueur du matériau, et puis S, sa section. Donc EDF pourra travailler sur différentes caractéristiques de cette formule, notamment ρ, la résistivité du matériau. Généralement, il choisira de l'aluminium ou du cuivre. Voilà. L, la longueur, donc ça va désigner la structure de l'acheminement en fait, jusqu'au point d'utilisation, et puis S, la section du matériau, que EDF minimisera en augmentant sa tension de distribution. On va également trouver une troisième formule qui est A fois P égale RI carré, donc A, un pourcentage de notre puissance, une partie de notre puissance, P, notre puissance, R, la résistance du matériau, et puis I carré, donc l'intensité au carré. Cette dernière formule nous permettra de calculer les pertes joules auxquelles on va être confronté, puisque A sera une partie de la puissance qui partira sous effet Joule, c'est-à-dire sous forme thermique. Alors si on combine ces trois formules, on va obtenir la formule de la section du conducteur. Donc S égale ρ
facteur de 2L divisé par A multiplié par P divisé par U carré cos carré de phi. Alors en analysant cette formule, a priori, l'optimisation de la tension U et du cos phi permet de réduire le prix de revient de l'installation. Cependant, il ne faut pas oublier que l'emploi de tension élevée, puisque ça serait le cas, augmenter la tension permettrait de réduire en fait les sections de câbles. Donc cet emploi de tension élevée, il ne présente pas que des avantages. Plus la tension est élevée, plus l'isolation est difficile à réaliser, et plus les divers matériels de manœuvre et de sécurité vont être également onéreux. Voilà pourquoi l'exploitant EDF fera très attention à ses sections de câbles et aux différentes tensions qu'il va employer sur son réseau. Donc ces tensions optimales ou tensions économiques de transport, on va les rencontrer dans toutes les sources d'arrivée électrique. Alors on a fait la démonstration avec P égale UI cos phi, donc on était en système monophasé, mais pour le système triphasé, on aurait pu également faire la même démonstration. Les principales sources d'énergie qu'on rencontre dans les installations de distribution sont en dessous d'une puissance de 36 000 voltampères. On va retrouver du monophasé 230 volts 50 Hz ou du triphasé 400 volts 50 Hz. Ce sera du réseau BTA. Donc, le triphasé étant utilisé uniquement au-dessus de 9000 voltampères. Donc, on sera chez des particuliers et petites entreprises. Entre 36 000 et 250 000 voltampères, on aura du triphasé 400 volts 50 Hz, BTA toujours. Donc, on sera sur des petites et moyennes entreprises. Entre 250 000 et 10 millions de voltampères, on aura du triphasé 20 000 volts, 50 Hz, HTA, jusqu'à 63 000 volts, HTB. Donc moyenne et grosses entreprises. Entre 10 millions de voltampères et 40 millions de voltampères, on sera sur du triphasé 63 000 volts, HTA jusqu'à 90 000 volts HTB, donc on sera chez des grosses et très grosses entreprises, donc des usines de production de voitures par exemple. Et puis au-delà de 40 millions de voltampères, le triphasé 225 000 volts HTB, on sera sur des très grosses entreprises très consommatrices de type sidérurgie ou usine d'aluminium par exemple. Il est important de noter que pour toute installation ayant une puissance installée inférieure à 250 000 voltampères, le transformateur HTBT appartient au distributeur, c'est-à-dire EDF, et pour toute installation ayant une puissance installée supérieure ou égale à 250 000 voltampères, le transformateur HTBT appartient au client lui-même. On parle alors de poste privé. Donc les installations ayant une puissance supérieure à 250 000 voltampères, elles sont constituées d'une partie HT, haute tension, en général HTA, alimentant les transformateurs ou le transformateur abaisseur, type HTA-BT, suivi de la distribution elle-même, BT, en général, qui sera BTA. Les organismes de normalisation ont défini des normes pour les installations de distribution électrique. Il existe plusieurs des textes législatifs imposant le respect de certaines d'entre elles. Donc en particulier, on a la NFC 1500, bien connue, pour la distribution basse tension, notamment domestique par exemple, et puis la norme NFC 1300 pour la distribution haute tension. En tout état de cause, le respect de ces normes permettra d'avoir une installation, on espère, au plus sûr. D'ailleurs, lorsqu'on veut raccorder en fait une installation sur le réseau EDF, il faut d'abord faire valider cette installation par un organisme agréé, afin d'obtenir ce qu'on appelle un consuel. Et sans ce document, EDF n'acceptera pas de vous raccorder à l'installation du réseau. Alors vous savez tous que les installations électriques peuvent présenter plusieurs dangers. Donc au fur et à mesure de la vidéo, en fait, j'essaierai de vous mettre à contribution. Donc je vous poserai quelques questions, je vous demanderai de faire pause, et puis de reprendre la vidéo et d'essayer de voir si finalement votre réponse était en cohérence avec la mienne. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas forcément une solution. Moi, je vais essayer de dégager des grandes idées, mais je peux aussi en oublier. Première de ces questions, quels sont selon vous les principaux dangers des installations électriques? Voilà, faites pause, et puis essayez de réfléchir 2-3 minutes et de répondre. Et puis moi, à la suite de ça, je viendrai vous donner ma réponse. Seconde question, quels sont les moyens de se prémunir contre ces fameux dangers pour que l'installation soit sûre?
faites pause et je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Je vous propose donc une solution à la première réponse, donc les principaux dangers liés aux installations électriques. Alors elles sont l'électrisation des personnes, voire électrocution au pire, hein. Donc petit rappel de vocabulaire, l'électrisation c'est un choc électrique, l'électrocution c'est la mort suite à un choc électrique. Donc c'est un peu différent quand même. L'électrisation de la personne peut se faire de deux façons, hein. La personne peut toucher directement les parties actives sous tension, comme par exemple des borniers, dans une armoire électrique. On parle alors de contact direct. Ou alors la personne peut toucher une partie métallique mise accidentellement sous tension suite à un défaut d'isolement. Donc par exemple un fil de phase qui vient toucher la carcasse. Et là on parle alors de contact indirect. Donc un troisième danger important, l'incendie, hein, qui peut être provoqué par des étincelles, des arcs électriques, des conducteurs et câbles en surchauffe du fait de pertes joules trop importantes suite à une surcharge. Alors je vous rappelle que la surcharge c'est une surintensité prolongée ou alors un court-circuit qui lui est une très forte intensité qui généralement durera moins longtemps. Pour que l'installation soit sûre, il faut donc assurer la protection des personnes contre les contacts directs et mais aussi indirects. Globalement, en fait, on peut dire que cette protection des personnes, elle est assurée par la mise en place de différents schémas de liaison à la terre, qu'on appelle aussi régime de neutre, qu'on verra un petit peu plus tard. Alors ceux-ci font l'objet de normes et réglementations très précises, il en existe plusieurs, et quoi qu'il arrive, quel que soit le schéma de liaison à la terre retenu, la protection des personnes est toujours correctement assurée. Et puis, pour que notre installation soit sûre, il faudra également mettre en place des dispositifs de protection et de coupure contre les surcharges en tête de chaque départ, pour éviter tout échauffement excessif dans les câbles. Cette protection, elle sera essentiellement obtenue par des fusibles ou des disjoncteurs placés en tête de chaque départ de ligne. Ces protections ont pour rôle de couper le circuit dans lequel elles sont insérées dès que l'énergie dissipée par les pertes joules des conducteurs devient trop importante. Ah, je vous rappelle la formule, hein. Les pertes joules qu'on va trouver dans les conducteurs, vous avez dû voir en physique, c'est W égale RI carré fois T. Alors dans cette formule, on va trouver W qui est l'énergie dissipée en joules, égale R qui est la résistance du matériau en ohms, I qui est l'intensité de ligne en ampères, et puis le temps. Ces pertes joules risquent de détériorer l'isolant protégeant les conducteurs, d'où une possibilité en premier d'un court-circuit, puis qui peut dégénérer en incendie. Et puis pour éviter que les arcs électriques des contacts ne génèrent des incendies eux-mêmes aussi, il faut utiliser bien sûr des matériels adaptés enfermant les arcs électriques, donc des matériels qu'on a déjà vus qui ont des pouvoirs de coupure. Petite question, à vous de réfléchir. Pour vous, que signifie une installation fiable et exploitable? Et puis, comment faire pour que l'installation le soit, donc fiable et exploitable? Alors je vous laisse quelques instants et puis je vous donnerai ma réponse. Alors j'espère que vous avez fait pause et que vous avez réfléchi à votre réponse. Je vous propose la mienne. Donc une installation électrique qui est fiable et exploitable suppose une continuité de service optimum, c'est-à-dire faire en sorte que quand il y a un problème sur la ligne, le client, lui, ne soit pas impacté par ce problème, c'est-à-dire que tous les récepteurs doivent pouvoir être alimentés en permanence. Certaines applications ne peuvent pas se voir brutalement privées de courant, hein, notamment l'entreprise elle-même, EDF, mais ça peut être des hôpitaux ou même des systèmes d'exploitation simplement, des systèmes informatiques qui supportent mal les coupures, enfin des choses comme ça. De plus, en cas de défaut sur une branche de l'installation ou sur un récepteur en défaut, il serait bien que seule la branche ou le récepteur considéré en défaut soit déconnecté de façon à maintenir le reste de l'installation opérationnelle. C'est ce qu'on appellera la sélectivité des protections. Et puis, ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on ait une certaine qualité de la tension, c'est-à-dire qu'on ait des valeurs qui soient homogènes, des formes d'ondes qui soient toujours homogènes, hein, des sinusoïdales parfaites, aucune perturbation significative. Donc par perturbation, on entend des chutes de tension, des déformations, des petites coupures ou des points transitoires de tension. Donc certains types de récepteurs, par exemple les variateurs de fréquence ou encore les alimentations à découpage, absorbent des courants qui ne sont pas sinusoïdaux, ils engendrent des chutes de tension en ligne qui sont elles-mêmes pas sinusoïdales et déforment donc l'onde de tension. Cette déformation de l'onde, elle peut nuire à certains autres matériels raccordés sur la même ligne. Ces récepteurs absorbant un courant de forme non sinusoïdale sont dits polluants. Donc par exemple les variateurs de fréquence et puis les alimentations à découpage seront polluants.
Donc pour que l'installation soit fiable, il faudra dimensionner correctement les conducteurs de façon à limiter au mieux les chutes de tension en ligne et maintenir ainsi la valeur efficace de la tension à sa valeur nominale pour garantir une alimentation nominale aux divers récepteurs. Il faudra également prévoir des sources électriques de remplacement pour alimenter les récepteurs dits vitaux, essentiels ou prioritaires en cas de disparition du secteur. Ces sources sont principalement, par exemple, des groupes électrogènes ou des onduleurs. Il faudra également mettre des dispositifs de filtrage plus ou moins sophistiqués permettant de remédier aux diverses perturbations émises par exemple les variateurs de fréquence ou alors des alimentations à découpage qui vont polluer notre réseau. Puis pour que l'installation soit exploitable, il faut en plus mettre en place des dispositifs permettant d'isoler séparément chaque départ de façon à pouvoir réaliser des opérations de maintenance ou de dépannage sur les parties considérées en défaut sans nuire pour autant au reste de l'installation. Petite information, la norme impose au niveau des chutes de tension une chute de tension maximum de 3% pour les circuits d'éclairage et de 5% pour les circuits de force motrice. Donc pour nous, les moteurs, ces 5% vont nous intéresser. Alors, pour respecter au mieux les contraintes qu'on a vues précédemment, les installations de distribution ont une structure arborescente avec à chaque départ des dispositifs ou appareillages permettant d'assurer les fonctions de protection, d'isolement et également de commande. Comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous présente. Sur ce schéma, au niveau de chaque nœud de cette arborescence, il y a un tableau électrique TG, TB1, de répartition ou une armoire, suivant les puissances mises en jeu. Les câbles électriques repérés CB0, CB1 sont monophasés et ou triphasés, suivant la nature des récepteurs que l'on doit alimenter. À chaque départ de tableau, c'est-à-dire pour chaque câble, on trouve en tête de ligne un ou des dispositifs, repérés QS, QG sur la figure, assurant les fonctions de protection, isolement et éventuellement commande du câble aval. On trouve en tête d'installation un dispositif écrêteur permettant de protéger celle-ci contre d'éventuelles surtensions, dû par exemple à la foudre. En cas de problème sur un récepteur, seul le premier dispositif de protection placé immédiatement en amont du défaut doit réagir, de façon à préserver le fonctionnement du reste de l'installation. C'est ce qu'on appelle la sélection des protections. Si la ligne alimentant le récepteur 4 est en défaut, seul l'élément de protection D4 doit réagir. 4 ne sera plus alimenté, mais 1 à 3 continueront de fonctionner normalement. La sélectivité est bonne. Si QA réagit, tous les récepteurs 1 à 4 sont arrêtés, et là on dira que la sélectivité n'est pas bonne. Pour la distribution de fort courant dans les armoires de distribution électrique, on utilise le cuivre en barre plate comme conducteur. Ces jeux de barres représentés par JB1, JB2 sont utilisés à la place de câbles pour des raisons évidentes de coût, mais aussi de connectivité et de rigidité. Notez qu'il est plus simple de concevoir et de réaliser une bonne connexion entre deux conducteurs plats qu'entre un câble cylindrique et un trou rectangulaire. Ces jeux de barres sont exclusivement installés dans des endroits réservés aux électriciens, ils ne sont pas n'importe où, et bien que rarement isolés pourtant, seuls des balisages ou des protections translucides préviennent d'éventuels accidents d'électrisation en intercalant un obstacle isolant. Alors la plupart du temps, on sera sur un plexiglas transparent. Alors pour résumer cette première partie, on pourrait dire que toute installation de distribution électrique doit fournir une énergie électrique aux différents récepteurs qu'elle alimente. Cette fourniture d'énergie, elle doit répondre à plusieurs contraintes, des contraintes de sécurité pour les personnes, les matériels et puis les lignes, des contraintes de fiabilité, des contraintes d'exploitation et des contraintes de rentabilité. Donc avançons un petit peu au niveau de la distribution et voyons quel type d'appareillage est utilisé pour réaliser la protection par exemple contre les surintensité. On a deux types d'appareillage, donc le coupe-circuit à fusible, comprenant le fusible, l'appareil qui lui a pour fonction d'ouvrir par la fusion d'un ou plusieurs de ces éléments calibrés le circuit dans lequel il est inséré, en coupant le courant lorsque celui-ci dépasse pendant un temps suffisant une valeur donnée. Et puis on a également le disjoncteur, qui est un appareillage électromécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées du circuit, telles que celles d'un court-circuit, plusieurs dizaines de fois le courant nominal.
Alors je vous propose ici un graphique représentant l'allure d'une caractéristique temps courant d'un câble électrique pour un échauffement. Alors on voit sur ce graphique que tant que le courant est inférieur à la valeur I1, le câble n'atteint jamais la température et le fonctionnement est correct. Dès que le courant dépasse la valeur I1, la température du câble va au-delà d'une température max, et ce d'autant plus vite que le courant est élevé. Voici une seconde figure où on voit que quelle que soit l'intensité circulant dans le circuit, fusible et conducteur en série, le fusible 1 réagira avant que le câble n'ait atteint la température limite. Par contre, pour le fusible 2, tant que le courant de surcharge est inférieur à 1x, le câble atteint sa température limite avant que le fusible réagisse. La protection n'est pas convenablement réalisée donc par le fusible 2. Une troisième figure que je veux vous présenter, donc cette fois en fait ça donne l'allure temps courant d'un disjoncteur basique, comme ceux qu'on a chez soi, donc disjoncteur magnétothermique. On peut distinguer deux zones. Une première zone assez proche d'un fusible, c'est la protection contre les surcharges prolongées. Elle accepte une surcharge en courant pendant un certain temps, comme par exemple des pointes transitoires de courant lors d'un démarrage moteur. Et puis une seconde zone, avec un temps de réponse quasi instantané cette fois, au-delà de I égale Imax, c'est la protection contre les courts-circuits. Dans certains disjoncteurs, la valeur de déclenchement Imax est réglable, ce qui permet un ajustage plus fin de la protection contre les courts-circuits. Alors voilà pour la fonction protection. Passons maintenant à la prochaine fonction. La fonction commande ou interrupteur, c'est un appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales de fonctionnement du circuit, y compris éventuellement dans les conditions spécifiées de surcharge en service, par exemple en courant de démarrage moteur. Du fait qu'on peut l'ouvrir en charge, on dit que l'interrupteur a un pouvoir de coupure. En fait, il est muni de dispositifs de lutte contre les arcs électriques. Alors, des catégories d'emploi ont été définies par la norme. Elles dépendent de la fréquence de manœuvre de ces fameux interrupteurs. Alors, maximum, c'est 600 par heure. 600 commutations par heure, mais elles dépendent aussi de la nature de la charge commutée. Est-ce que c'est une charge inductive? Est-ce que c'est une charge résistive? Donc je vous présente un petit tableau qui récapitule tout ça avec les catégories d'emploi et puis les types de charges commutées. Alors une troisième fonction, la fonction isolement assurée par l'appareil sectionneur. Donc qu'est-ce que le sectionneur? C'est un appareil mécanique de connexion qui assure en position d'ouverture une distance de sectionnement satisfaisant à des prescriptions spécifiées par une norme, voilà. Les caractéristiques principales qu'on va rechercher chez lui, c'est sa tenue en tension, à partir du moment où il est ouvert. Ils sont mécaniquement verrouillables en position ouverte, verrouillables par un cadenas. Le sectionneur permet notamment d'isoler la partie aval de la partie amont en vue de travaux. À partir du moment où on veut travailler hors tension, donc on va ouvrir ce sectionneur et puis cadenasser en fait le cadenasser dans sa position d'ouverture pour éviter en fait qu'on se retrouve avec une tension sur la partie dans laquelle on veut intervenir. Les contacts du sectionneur ne sont pas prévus pour être ouverts en charge, ils n'ont pas de pouvoir de coupure, donc il ne faut jamais ouvrir un sectionneur en charge. Voilà pourquoi souvent on les munit de contacts de pré-coupure. Alors voici une représentation symbolique de nos différents appareillages, protection, isolement ou commande. Alors certains appareillages pourront cumuler deux fonctions, protection plus sectionnement ou commande plus sectionnement. Et puis alors c'est une représentation de schéma unifilaire. Alors dans la représentation unifilaire, on précise souvent la nature des conducteurs de la ligne à l'aide de la symbolique suivante. Alors vous voyez, quand c'est juste un trait, c'est un conducteur de phase, un trait et une boule, c'est un neutre, et puis un trait avec un petit trait oblique, c'est le conducteur de terre. Alors on va aborder maintenant en fait les dangers du courant électrique et puis les différentes protections des personnes, notamment sur la base des schémas de liaison à la terre. Alors tout d'abord les dangers électriques et les tensions limites de contact. Une personne soumise à une tension électrique, elle est électrisée et selon l'importance de l'électrisation de cette personne, elle peut subir une gêne, une contraction musculaire, une brûlure ou un arrêt cardiaque. Dans ce cas-là, ça sera l'électrocution. Donc c'est le courant en valeur et en durée traversant le corps humain, en particulier le cœur, qui est dangereux. Alors on le voit bien dans la figure que je vous présente.
un courant de 30 mA devient très dangereux au-delà de 5 secondes. Alors sur ce graphique, on trouve 4 zones. La zone 1 qui correspondra à une zone de perception, la 2 qui correspondra à une zone de forte gêne, la 3 à une contraction musculaire et la 4 à une fibrillation arrêt cardiaque. Alors maintenant, on va utiliser les courbes de temps et courant des effets du courant alternatif sur les personnes. Dans le cas d'un exemple, et sur la base de mon graphique, une personne dont l'impédance entre les deux mains peut être considérée égale à 5000 ohms par exemple, subit entre celles-ci une tension de contact de 25 volts, 50 Hz. Que va-t-elle ressentir? Donc ça, c'est la question que je vous pose. Et puis une seconde question, qu'aurait-elle ressenti si la tension de contact avait été de 230 volts? Voilà, comme la dernière fois, je vous laisse quelques temps de réflexion. Donc essayez de jouer le jeu, mettez la vidéo sur pause, et puis, une fois que vous avez trouvé la réponse, essayez de comparer celle-ci avec la mienne et essayez de voir la cohérence entre les deux. Alors voici la réponse à la première question. Donc la personne soumise entre ses deux mains à une tension de 25 volts, son impédance étant estimée à 5000 ohms, elle est traversée par un courant de 5 mA. Donc d'après notre graphique, si I égale 5 mA, on est en zone 2, donc elle ressent une forte gêne, c'est-à-dire des picotements. Pour la question 2, si la tension avait été de 230 volts, la personne aurait été cette fois traversée par un courant d'intensité I qui est égal à 230 divisé par 5000, c'est-à-dire 46 mA. Donc d'après le graphique, ces 46 mA, ils occasionneraient dans les 150 premières millisecondes une zone 2, c'est-à-dire une forte gêne, puis ensuite un passage en zone 3, où elle ressentirait, cette personne, des contractions musculaires jusqu'à un temps t égale 1 seconde, puis ensuite un passage en zone 4, où elle subit une fibrillation cardiaque pouvant mener jusqu'à l'arrêt du cœur. Alors on va aborder ici les tensions limites de sécurité. En basse tension et basse fréquence, 50 Hz, la valeur de l'impédance du corps, dont une composante importante c'est la résistance de la peau elle-même, elle évolue pratiquement qu'en fonction de l'environnement, c'est-à-dire locaux secs et humides ou alors locaux mouillés. Donc on a défini une tension de sécurité notée UL. Pour les locaux secs et humides, UL sera égal à 50 volts, et pour les locaux mouillés, UL sera égal à 25 volts. Alors la norme précise que si la tension de contact UC risque de dépasser la tension limite, UL, correspondant au type de local sec ou mouillé, la durée d'application de la tension de défaut, elle doit être limitée par l'intervention de dispositifs de protection, ce qui est logique. Donc là, on a une figure en fait qui exprime tout ça. Elle donne les durées maximum de contact admissibles en fonction de UC pour les deux valeurs, UL égale 25 volts et UL égale 50 volts. On peut remarquer que plus la tension de contact dépasse la valeur limite, plus petit est le temps de contact autorisé, ce qui est normal pour la sécurité des personnes. Alors pour résumer, on pourrait dire qu'on a deux types de protection. La première, la protection contre les contacts directs. Cette protection contre ce risque, en fait, elle est normalement assurée par l'isolation des parties actives au moyen de barrières, d'écran ou d'enveloppe, donc selon la norme NFC 1500. Alors ces dispositifs ont un caractère uniquement préventif, et puis un deuxième type de protection, cette fois les protections contre le contact indirect. Pour définir ces protections à mettre en œuvre, alors les normes présentent différents schémas d'installation selon les liaisons électriques entre les conducteurs actifs, leur phase neutre, les masses et les terres. Alors ce sont en fait ce qu'on appelle les schémas de liaison à la Terre ou régime de neutre. Alors je vais essayer de vous remettre à contribution à nouveau. Donc à travers deux questions. La première, dans un local sec ou humide, quelle est la tension limite admissible pour la tension de contact? Si suite à un défaut, une personne subit une tension de contact atteignant 200 volts, au bout de combien de temps celle-ci devient dangereuse? Et puis, dans un local mouillé, un dispositif de protection des personnes réagit en 20 millisecondes. Quelle doit être la tension de contact maximale que l'on doit ne pas dépasser? Mettez sur pause et puis essayez de déterminer les réponses en fonction du graphique que vous avez sous les yeux. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Pour le local sec ou humide, la tension limite de sécurité, c'est 50 volts. Si la tension de contact atteint 200 volts, pour UL égale 50 volts, d'après la courbe de sécurité, elle devient dangereuse au bout de 0,06 secondes, c'est-à-dire 60 millisecondes.
Pour que la sécurité des personnes soit effective, il faudra donc que les dispositifs de protection des personnes réagissent dans un temps inférieur à ces 0,06 secondes. Et pour la question 2, le local mouillé, donc la tension limite de sécurité c'était 25 volts. Si le temps de réponse du dispositif de protection est de 20 millisecondes, donc 0,02 secondes, alors la tension de contact UC ne devra pas dépasser 240 volts. Si la tension de contact venait à dépasser cette valeur, la sécurité des personnes ne serait plus assurée. Voilà pour cette vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour les schémas de liaison à la Terre. Merci de votre intérêt et à très bientôt.